quotidien, on publie vos exploits dont ils sont les témoins. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30 pour refaire toute l'actualité, 19h30, 19h45, on va dire, pour refaire toute l'actualité sportive, tout ce qui s'est passé ou tout ce qui va sûrement se passer le week-end prochain. Mais déjà là, tout ce qui s'est passé ce week-end, que ce soit en Ligue 1, on va regarder ce qui s'est passé, on va parler Coupe d'Europe bien évidemment, car cette semaine c'est la Ligue des Champions et c'est l'Europa League également. On va revenir sur ce qui s'est passé en Ligue 1 pour cette 5e journée. On va parler Ligue 2 avec le Football Club Sochaux-Montbéliard qui a été tenu en échec par Valenciennes 0 partout. On reviendra également sur cette rencontre. On aura également des auditeurs qui nous ont appelés, dont Laurent qui va nous raconter un petit peu la mésaventure qu'il a subie à la fin de la saison dernière. Ça remonte un petit peu, mais vous écouterez son témoignage. On va revenir également sur ce qui s'est passé, mais là ce sera pour la Coupe de France. Mais avant il y aura une Nationale 2 avec les équipes de l'ASM Belfort et Jura Sud Foot. On reviendra sur justement le 3e tour de la Coupe de France avec tous les résultats en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis on parlera bien évidemment handball car il y a une grosse actu, la Coupe d'Europe avec le SBF, la Division 2 avec Palante. On parlera aussi de Vesoul et du grand Besançon-Dour handball qui a repris son championnat en Pro League. On parlera un petit coup aussi du Bezac, ce sera pour le basket. Et il y aura des places à gagner pour Sochaux-Guingamp et des places à gagner aussi pour Racing Val-d'Aon. Ce sera pour la reprise ce samedi 21 de la Nationale 3. Bonsoir Fred. Salut Fred, bonsoir à tous. Comment ça va? Bah ça va, je suis de retour à l'antenne. Ça y est, t'es de retour, tout frais, tout bronzé. Bah oui. Les vacances sont terminées? Oui, c'est terminé. C'est terminé? Oui, jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au printemps prochain maintenant. Jusqu'au printemps prochain. Alors, il faut que tu causes un petit peu plus fort dans ton micro. Prochain, pas voilà. C'est mieux. C'est mieux. Pas au mois d'avril ou mai. Eh bien, on verra ça. Bon, on va s'ouvrir. Non, on n'en est pas encore là. Hein. On va seulement commencer l'hiver. Donc, on va attendre un petit peu. Alors, moi, ce que je te propose, dans un premier temps, c'est déjà qu'on parle un petit peu de la Ligue des Champions qui aura lieu cette semaine. Demain. Exactement, oui, qui va commencer demain. Bon, on va commencer à parler justement des groupes de cette Ligue des Champions. C'est Arthur qui nous rejoint à l'instant. Donc, voilà, tout le monde est au complet maintenant. Donc, on va parler bien évidemment de cette Ligue des Champions. On va laisser Arthur s'installer tranquillement avec les différents groupes. Dans le groupe A, on retrouvera, comme vous le savez, le PSG, le Real Madrid, Galatasaray et le Club Bruges. Et ce 18 septembre, eh bien, ce sera à 18h55. On retrouvera... C'est 18 septembre, non? C'est pas... Si, c'est le 18 septembre ici. Hein. Moi, je t'ai perdu. C'est parce que je suis encore en vacances, en fait. Donc, je suis un peu perdu. C'est ça, il joue mercredi. Je suis un peu perdu, un peu fâché avec les dates. C'est ça. Bonsoir, Arthur. Salut Fred, ça va? Écoute, ça va bien, ça va bien. On était en train de parler justement de la Ligue des Champions qui commence cette semaine. Avec au programme les deux rencontres, Club Bruges à 18h55 contre Galatasaray et le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, une rencontre où j'aurai la chance d'être à partir de 21h. Messieurs, un petit prono? Je pense que ça va être une rencontre assez disputée avec deux belles équipes de part et d'autre. Donner un résultat, c'est assez compliqué. Je donnerai pas de résultat précis, mais je dirais qu'il y aura quand même pas mal de buts à un festival de jeu offensif. Fred, la même chose? Oui. Pas mieux? Allez, je vous propose de passer au groupe B. On retrouvera l'Olympiakos qui sera opposé aux Anglais de Tottenham, donc ce 18 septembre, pareil, à 18h55. Et le Bayern Munich qui sera opposé à l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est sûr que c'est pas le même standing que le groupe précédent, mais ça reste quand même des rencontres intéressantes, surtout que l'Olympiakos reste quand même une valeur sûre dans cette Ligue des Champions. Donc je pense que Tottenham... Oui, le Tottenham et puis le Bayern. Pareil, mais t'es copieur, toi, du copie. On va donner quand même les favoris. Tu donnes les favoris. Allez, troisième groupe, Dynamo Zagreb, donc toujours ce 18 septembre, face à l'Atalanta Bergame, ça sera à partir de 21h. Le Shakhtar Donetsk face à Manchester City, ça sera aussi à 21h. Ouais, City. City sans hésiter. City, et puis dans le premier, Zagreb ou Bergame? Je pense que ce sera Bergame, même si ça reste quand même un déplacement assez compliqué. Ouais, pour les Italiens aussi. Parce que le Dynamo ont quand même perdu pas mal de bons joueurs ces derniers temps. Ils ont du mal à recruter.
Eh bien, on verra ça. Et ensuite, on aura dans le groupe D l'Atlético Madrid face à la Juventus de Turin, gros match. Et le Bayer Leverkusen face au Lokomotiv Moscou. Donc, ces deux matchs le 18 à 21h. Ah bah là, ça va être les matchs à regarder. Honnêtement, l'Atlético Juventus, je vais être devant. Je pense que je vais être de rédaction pour Wii faire ce soir-là. Donc, ça va être juste passionnant à voir, avec deux belles équipes. Et sachant qu'ils se sont rencontrés la saison précédente, il me semble, c'est encore en 8e de finale de Ligue des Champions. Et que la Juve avait gagné les deux matchs. C'est ça, ça va être en quart, il me semble bien. Vous donnerez un match nul pour la Ligue. Pour L'Atlético Juve. match nul. Allez. Moi j'ai parié la Juve, donc j'espère que ma bonne étoile me suivra. Eh bien, on verra en tous les cas. J'espère que les cotes sont bonnes pour toi. Oh, 3-15, une cote de la victoire de Juve. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. faisable. Allez, ce mardi, bon, je les ai pris un peu dans le désordre. Hein. Ce mardi, donc dans le groupe E, il y aura Genk, déjà le Red Bull Salzbourg face au Racing Club de Genk. Donc ce 17 à 21h, on retrouvera aussi un gros match Naples face à Liverpool également à la même heure. Ah bah Naples-Liverpool, c'était déjà une rencontre de groupe la saison dernière. Ça va être très intéressant à regarder, surtout avec les recrutements des deux équipes. Donc je pense que ça peut faire un beau match et puis peut-être un match nul à prévoir, même si normalement sur le papier Liverpool a un avantage un peu plus conséquent. Pour la seconde rencontre, Genk a eu pas mal de difficultés à recruter cet été, donc je miserais plutôt sur Salzbourg qui a fait un bel été, que ce soit dans les résultats ou dans son recrutement. Ensuite, on va retrouver dans le groupe F l'Inter de Milan face au Slavia Prague et également le Borussia Dortmund face au FC Barcelone. Aussi, ça va être une affiche sympa à suivre. Donc, premier match à 18h55, deuxième match à partir de 21h. En plus, Lionel Messi sera de retour dans le groupe pour affronter Dortmund. Donc, si ils peuvent espérer le faire jouer quelques minutes, il pourra peut-être faire balancer leur rencontre. Je pense que déjà, on va s'attendre à deux équipes qui jouent beaucoup au ballon et qui sont très offensives. Donc, ça promettra un gros match. Je dirais peut-être avantage Barcelone quand même. Une victoire normalement sans difficulté de l'Inter face à un Slavia Prague qui n'est pas du tout au même niveau que les autres équipes dans le groupe et qui normalement, comme savent les Tchèques, leur tradition, c'est d'en prendre plein de... On verra en tout cas. Il peut toujours y avoir des surprises, mais c'est vrai que ça va être compliqué pour eux de sortir de ce groupe. On va regarder ce qui va se passer dans le groupe G, c'est le groupe de l'Olympique lyonnais avec Lyon qui recevra le Zénith Saint-Pétersbourg donc ce 17 septembre à 18h55, alors que dans l'autre rencontre à 21h, on retrouvera le Benfica Lisbonne face au Red Bull Leipzig. Là aussi, ça va être un groupe très intéressant à voir parce que d'un côté, on a Lyon qui va affronter une équipe du Zénith qui reste quand même assez performante. Donc je pense qu'il y a au moins quelques buts qui vont fuser de part et d'autre, mais un petit avantage quand même pour les Lyonnais. Et dans l'autre rencontre, ça va se jouer à celui qui défend le mieux, parce que Leipzig a un entraîneur excellent. De Joao Félix par exemple. Donc je pense qu'il y aura un match nul. Eh bien, on suivra ça. Et puis, dans le groupe H, le groupe de Lille, avec tout d'abord l'Ajax Amsterdam qui recevra justement les Lillois à partir de 21h. Et dans le même temps, Chelsea recevra l'équipe espagnole de Valence. De ce que je vois dans les médias et puis sur les sites de prono, Lille, personne ne donne cher de sa peau alors qu'elle a beaucoup à revendre et je pense qu'il y a quand même un résultat à aller chercher à Amsterdam. Peut-être qu'elle réussira à accrocher un nul, ce qu'on espère au minimum. Et dans l'autre rencontre, je pense que même si Chelsea reste affaiblie par tous ses départs, cette interdiction de recrutement, elle reste quand même à un niveau équivalent, voire supérieur à celui de Valence, qui n'est pas à rougir. Surtout qu'avec les bonnes performances de Francisco Klein au milieu de terrain, notre Français, il pourrait renverser la tendance dans ce match. Eh bien, on verra ça, on suivra ça avec grand intérêt également. Et puis maintenant, on va refermer cette page Ligue des Champions et puis on va ouvrir l'Europa League, car il y aura également de l'Europa League au programme avec dans le groupe A les Karabag Agdam, donc que tout le monde connaît bien évidemment, face qui recevra le FC Séville à 18h55. Et dans le même temps, l'Apoel Nicosie, qu'on connaît un petit peu maintenant depuis quelques années, face aux Luxembourgeois de Dudelange. Bon les messieurs, le prono là, il me paraît... assez simple, mais pas tant pour le deuxième match. Oh oui, je pense que bon, le premier, il n'y a pas grand chose à dire.
Non. Les favoris devraient l'emporter. Ouais, mais moi je vois bien Dudelange aussi faire un petit quelque chose, on verra. Mais ça va être compliqué du côté de Nicosie, mais attention à cette équipe du Luxembourg. Et dans le groupe B, on retrouvera Kiev qui sera opposé à Malmö et le FC Copenhague qui sera opposé aux Suisses du FC Lugano. Là, par contre, c'est des rencontres qui sont un peu plus équilibrées quand même. Eh bien, on suivra ça. Dans le groupe C, cette fois-ci, on retrouvera Retafe face aux Turcs de Trabzonspor. À 18h55 également, les deux rencontres. Et les Suisses du FC Bâle face au FC Krasnodar. Oh, Bâle Krasnodar, ça va être intéressant à regarder, surtout que c'est deux belles équipes, même si Rémi Cabella Ah non, il ne pourra pas jouer pendant un petit moment, cette fois-ci. Mais ça reste quand même deux équipes qui sont des valeurs sûres en Europe et qui pourraient nous montrer du beau spectacle. Je pense qu'il y aura match nul pour ce match dans l'autre rencontre, avantageux aux locaux, je dirais. Groupe D, on retrouvera les Autrichiens de Linsk et qui seront opposés à Rosenborg et le PSV Eindhoven qui sera opposé au Sporting Portugal d'un certain Jérémy Mathieu. 18h55 la rencontre. Quand tu vois les performances du PSV Eindhoven ces derniers temps avec le quintuplé de Daniel Malen avant-hier, il me semble que c'est avant-hier qu'il a marqué ça. Ouais, c'est ça. Je pense que le Sporting Portugal devrait faire gaffe à cette équipe néerlandaise qui va être très, très impressionnante à domicile. Dans l'autre rencontre, tu m'as dit que c'était... Ouais, c'est ça. Ça va être assez kiff-kiff parce que Rosenborg possède une bonne équipe pour jouer les milieux de groupe d'Europa League, tout comme Linz qui est tout récent sur la scène européenne. Et puis ensuite on trouve dans le groupe E, ça c'est le groupe du Stade Rennais qui recevra le Celtic de Glasgow à 18h55, ce 19 septembre pareil. Et les Roumains de Cluj qui recevront les Italiens de la Lazio de Rome. Pour Cluj, on espère qu'ils feront le maximum, mais c'est une équipe de la Lazio Rome bien rodée qui est en phase, donc j'espère qu'ils réussiront à les contenir à domicile, mais ça reste quand même compliqué. Et dans la première rencontre, le Celtic va pouvoir montrer qui est le boss et essayer de faire un maximum de bruit. Eh bien, on verra ce qui va se passer du côté du Stade Rennais. Et ensuite, dans le groupe F, Francfort qui recevra Arsenal et le Standard de Liège qui recevra les Portugais du Vitória Guimarães. Le premier match va être très intéressant à regarder, surtout que c'est deux équipes bien rodées. Arsenal qui reste quand même sur une bonne dynamique en championnat, donc ils pourront montrer tout leur plein potentiel, mais peut-être que l'équipe à domicile pourra aussi se montrer dangereuse. Donc je pense qu'il y aura du spectacle avant tout. Ensuite, on retrouvera groupe G, Porto, Young Boys de Berne et Glasgow Rangers, ton équipe, il me semble, contre les Feyenoord de Rotterdam. Ça va être une réception assez compliquée contre le Feyenoord, même s'ils ont pas mal perdu d'atouts offensifs ces dernières années, avec les Rangers qui sont pour le moment bien rodés avec un beau recrutement cet été, donc ça peut faire la différence. Tu m'as dit quoi la première rencontre ? Alors c'était, attends je retrouve, parce qu'elle a disparu, alors là je suis déjà dans l'autre groupe, Porto face aux Young Boys de Berne. Ça par contre ça va être intéressant parce que je pense que Porto va normalement l'emporter, mais les Young Boys ont quand même pas mal à revendre et qui pourront montrer pas mal de choses sur ce match. Et ensuite on aura l'Espagnol, non, on aura le Ludogorets, ça c'est dans le groupe H qui recevra le CSKA Moscou, l'Espagnol Barcelone qui recevra les Hongrois de Ferencváros. Le premier match on va éviter d'essuyer l'incident diplomatique durant parce que ça va être assez chaud dans les tribunes, mais le reste devrait se faire normalement sur le terrain avec deux équipes équivalentes et qui devraient montrer pas mal de choses. Dans la deuxième rencontre, ça va être un peu plus disputé et puis normalement on devrait voir pas mal de buts. Eh bien on espère en tous les cas voir des buts et on va s'intéresser au groupe I avec c'est le groupe de l'AS Saint-Etienne avec l'AS Saint-Etienne qui se déplacera du côté de la Gantoise, ça sera le 19 pareil mais à 21h et dans le même temps les Allemands de Wolfsburg vont recevoir voilà ça sera plus français, Alexandria.
micro parce que j'ai l'impression qu'on ne t'entend pas du tout avec celui-là. 1, 2, 2. Non, change de micro là, essaie de prendre le jaune si tu peux. On va reprendre le jaune. Test, 1, 2, 1, 2. Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux, mais ouais, c'est un petit peu bizarre. Donc, comme je disais, Saint-Etienne est quand même pas sur une super dynamique dernièrement en championnat, mais devrait quand même avoir l'avantage sur ce match, même si on voit quand même beaucoup de difficultés dans le jeu de Gisela Printemps, et on espère de tout cœur que ce sera une nouvelle dynamique qui va arriver face à la Gantoise. Pour l'autre match, Alexandria va devoir faire très gaffe parce qu'ils vont avoir... ils sont sur un adversaire d'un autre calibre et ils vont devoir s'armer de patience pour espérer trouver la faille. Bon, je pense qu'on va changer de micro. Je pense que tu vas prendre suite Fred là parce je pense qu'il y a un petit souci sur le micro là. Si tu peux juste changer et ensuite on va s'intéresser au groupe suivant, le groupe J avec l'AS Rome qui recevra les Turcs d'Istanbul, Başakşehir et Başakşehir, on va le dire comme ça. Le Borussia Gladbach, tu vois, je prononce plus parce que je sais jamais, j'arrive jamais à me rappeler. Face à Wolfsberger, alors, je sais pas du tout ce que c'est, franchement. Wolfsberger, L'équipe autrichienne, ouais. qui n'est pas, Alors là, franchement, inconnu au bataillon. oui, qui a enfin réussi à se qualifier en Ligue Europa, parce qu'il y a eu pas mal de changements dans la hiérarchie autrichienne avec les chutes du Sturm Graz et puis de l'Austria Vienne avec leur niveau dernièrement. Mais ça devrait rester un avantage non considérable pour Mönchengladbach, et je pense que cette rencontre germanophone devrait être remportée facilement au Borussia Park. Eh bien, on verra ce qui va se passer. Ça, c'est quand même bizarre. On change de micro, mais je me demande c'est pas ta voix, parce que c'est impressionnant. Vas-y, parle voir là, mais c'est. Je parle. Ouais, bah je sais pas. Depuis tout à l'heure, je suis contre le micro. Ouais, non, mais il y aurait un petit souci. On va essayer de régler ça, mais c'est quand même un petit peu bizarre, quoi. Bon, ensuite, on va passer donc au groupe K avec Wolverhampton Braga et Bratislava face aux Turcs du Beşiktaş. Et ça sera l'avant-dernier groupe. Wolverhampton contre Braga, ça va être une rencontre très intéressante parce qu'on va avoir le Portugal contre le Portugal, si je ne m'abuse, avec la formation de Nuno Espirito Santo qui a quelques joueurs qui sont passés par Braga tout de même dans son équipe, mais qui vont pouvoir faire la différence face à ces Portugais qui devraient vraisemblablement revenir bredouille de cette rencontre. Pour la seconde rencontre, je pense que Bratislava va avoir un peu de mal, mais on espère voir de tout cœur un match qui sera intéressant. Ça y est, c'est bon, on a retrouvé ta voix. C'est bon, les boutons n'étaient pas tournés dans le bon sens. On va maintenant s'intéresser au dernier groupe, c'est le groupe où on va retrouver le Partizan Belgrade face à l'AZ Alkmaar et également Man United face au FC Astana. Manchester United ne devrait pas trop avoir de soucis à se faire face à Astana, même si on connaît cette équipe qui a réussi pas mal de surprises sur la scène européenne ces dernières années, donc attention à ce qu'ils vont faire à Old Trafford, mais normalement la victoire devrait être acquise sans aucun souci. Pour le premier match, tu m'as parlé de quelle rencontre ? Partizan Belgrade face à Alkmaar. Donc le Partizan face à la Z, ça reste quand même deux équipes qui ont un niveau assez équivalent, même si la Z devrait avoir un peu moins de soucis à se démarquer. Mais attention aux Partisans, lorsque se déplacer en Serbie, c'est comme en Grèce ou en Turquie, c'est toujours compliqué. Et oui, on me rappelle Ivan Stevanovic qui était du côté de Sochaux, puis qui nous racontait aussi, parce qu'il avait été au Partizan en Belgrade, et il nous racontait comment étaient les supporters là-bas. Et il nous avait dit qu'après une défaite, eh bien, en fait, les supporters étaient montés dans le bus du Partizan et avaient mis des claques à tous les joueurs. Dis-toi qu'il me semble que c'était Liverpool qui avait perdu 2-0 face à l'Étoile Rouge. L'année dernière. C'est ça. Et c'est pour ça, dès qu'une équipe serbe perd à domicile en compétition européenne, tu peux être sûr que les supporters là-bas te le feront savoir. C'est vrai que c'est assez compliqué
justement d'aller jouer du côté de la Serbie ou tous ces pays-là. Et c'est vrai que il y a de la ferveur en fait, c'est de la passion. À la fois de la ferveur et du hooliganisme. Voilà, de la ferveur qui entraîne, qui peut entraîner bon nombre, qui peut déchaîner les passions, on va dire. Et ça peut se finir, bien évidemment, ce qu'on n'espère pas. Il y a souvent des échos dans les matchs partisans Étoile Rouge, avec souvent on t'annonce qu'il y a au moins 1 ou 2 morts dans les supporters à cause de tout ce qui se passe dans les tribunes pendant le match, mais c'est devenu, on va dire que c'est devenu récurrent d'avoir de la ferveur qui dérape en Serbie. Eh bien, on suivra ça avec intérêt. On vous a donné tout ce qui va se passer cette semaine en Ligue des Champions et également en Europa League. Et là, avant d'ouvrir la page Ligue 1, on va juste vous donner les résultats de la 3e journée. C'était le championnat féminin avec Bordeaux qui a battu Montpellier 1-0, Reims qui est allé battre Marseille 3-0, Soyo qui est allé battre Guingamp 3-1, le Paris FC MS 2 buts partout, le Paris Saint-Germain a battu Dijon 4-0 et Lyon on a fait de même face à Fleury 6-0. Au classement, eh bien, Lyon est en tête avec 9 points, avec à égalité de points avec le Paris Saint-Germain qui est 2e, Bordeaux 3e. Et en bas de classement, on retrouve Dijon et Fleury avec 0 points. On va s'intéresser cette fois-ci à ce qui s'est passé du côté de la Ligue 1, mais avant ça, on va vous envoyer le jingle. C'est parti pour la Ligue 1. Bon, messieurs, vous avez suivi un peu ça ce week-end, la 5e journée. Oui, il y a eu des rencontres très intéressantes et puis pas mal de buts. Donc, il va y avoir un petit peu à décrypter. Bon, on fera la page des championnats étrangers la prochaine fois, parce que là, on va être un petit peu pris par le temps. On va maintenant regarder ce qui s'est passé avec le premier match, la première rencontre, c'était du côté de Lille, avec Lille qui recevait Angers. Bon, ça commence bien pour Lille, avec Osimhen à la 39e minute de jeu qui ouvre le score pour cette équipe de Lille. 53e, c'est Luis Arroyo qui double la mise et finalement, en fin de match, à la 87e minute de jeu, les Lillois se sont fait un peu peur avec Bauken qui réduit le score. Mais bon, finalement, cette équipe de Lille prend 3 points à quelques jours d'aller du côté de l'Ajax Amsterdam. C'est toujours une bonne chose. Après, je vous propose d'écouter tout de suite les réactions lors de ce match. Avec tout d'abord celle de Christophe Galtier qui revient justement sur le fait que le match a été compliqué pour Lille et que s'ils refont un peu ça du côté de l'Ajax, ça risque d'être très compliqué et de se terminer mal pour son équipe. Et Stéphane Moulin a dit c'est dommage de prendre ce second but de cette manière. On écoute un peu tout ce que les coachs ont dit. Oui, je pense que si on fait la même fait en menant 2-0 mardi à l'Ajax, on perd le match. Autant, il est toujours difficile de gagner ces matchs à la sortie des matchs internationaux avec beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là, qui sont rentrés mercredi. Certains sont rentrés dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a fallu profiter du peu de temps pour travailler notre match. Il a fallu aussi arbitrer et faire des choix sur l'état de fatigue et des risques de blessure pour certains. Et mes joueurs avaient fait le plus dur de mener 2-0, de faire sauter la défense angevine, de ne pas concéder beaucoup de situations, même si on en a eu dans l'entame de la deuxième période. Ça commençait à être un peu récurrent, donc ça commençait à être agaçant. Et à la 86e minute, le match doit être fini, il doit être même fini, même avant si nous sommes mieux dans l'utilisation du ballon sur les transitions. C'est très difficile en Ligue 1, imaginez donc en Champions League à l'Ajax, et j'en ai parlé avec eux après le match, parce que le match doit être fini. J'ai l'impression qu'on s'est un peu fait mal tout seul et inévitablement face à la qualité offensive de cette équipe-là, ça pardonne pas. C'est dommage parce le plan fonctionnait bien, ils n'arrivaient pas à trouver de solution. L'idée c'était que ça dure un petit peu encore et de passer de toute façon à 4 quel que soit le score pour
profiter des espaces qui se seraient certainement libérés. Malheureusement pour nous, même au meilleur de notre période, c'est-à-dire en tout début de deuxième mi-temps, on a une occasion pour revenir, on est bien et on commet une erreur qui nous coûte cher parce qu'à partir de là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour Stéphane Moulin. On va s'intéresser cette fois-ci à la seconde rencontre avec Amiens qui recevait l'Olympique lyonnais. Et, ça commence mal pour cette équipe de Lyon avec ce but de Jallet dès la 7e minute de jeu. Mais finalement, ils n'ont pas cogité très longtemps les Lyonnais puisque 2 minutes plus tard, à la 9e, Moussa Dembélé égalise. Et ensuite, c'est Moussa Dembélé qui, lui, augmente l'avantage de Lyon 2-1. On se dit que Lyon se dirige tout droit vers les 3 points. Mais finalement, c'est Mathieu Bonnemer qui, en fin de partie, à la 90e minute de jeu, c'est un heureux présage pour Amiens. Pas forcément un bon pour cette équipe de Lyon. Et c'est lui qui va égaliser pour cette équipe amiénoise. 2 buts partout, donc à quelques jours également de son match contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Et bien finalement, Lyon ne s'est pas forcément rassuré. Et on va regarder tout de suite les réactions concernant cette rencontre avec Lucas Elsner qui dit c'est pas comme une victoire mais un petit peu comme. Et Silvino, vous allez écouter, il faut avoir cette mentalité de vaincre. En fait, il veut parler de la culture de la gagne tout simplement, et c'est ce qu'il faut avoir quand on arrive sur un terrain. Pas valeur de victoire au plan comptable, mais c'est vrai qu'il y a un goût de succès il y avait un goût de succès dans le vestiaire. Parce que on a mis du répondant au niveau mental, on n'a pas abdiqué, et surtout je pense qu'elle est méritée, que ce point est mérité. Donc on va pas en faire une victoire, mais en tout cas ça nous met on va dire sur le bon chemin pour la suite, et ça nous donne confiance en ce qu'on est en train de faire. La série en cours, 3 matchs nuls. Se você está preocupado com esta série de 3 jogos, 3 empates? Sim, preocupado porque nós temos que reagir rápido, acostumar a ganhar. É uma coisa fabulosa, maravilhosa, mas você ter essa mentalidade não é simples e nós temos que melhorar essa mentalidade nossa. Bien sûr que je suis inquiet. Maintenant, c'est avoir la mentalité de vouloir vaincre et continuer à vaincre. Mais c'est pas facile à avoir, mais c'est ça l'objectif, c'est de s'habituer à cette mentalité de vaincre. S'habituer à cette mentalité, bah oui, il faut s'habituer à avoir la culture de la gagne, tout simplement. Ce samedi, on continue cette 5e journée avec à 17h30, il y avait un match avancé, c'était le Paris Saint-Germain qui recevait Strasbourg, le Paris Saint-Germain qui voyait revenir dans son effectif Neymar, bien sûr, vous avez suivi un peu tout ce qui s'est passé. Neymar qui avait envie de partir. Il y a eu des déclarations de son père, de sa sœur. Enfin bref, tout le monde s'y est mis. Et puis forcément, ça n'a pas plu aux supporters du Paris Saint-Germain qui, eux, l'avaient accueilli quand il est arrivé de belle façon. Donc forcément, il s'est fait un petit peu chahuter quand il était sur le terrain. Il s'est fait un petit peu huer. Finalement, il marque un beau but. Hein, c'est vrai, il faut l'avouer, à la 90e minute de jeu. Un seul but pour les Parisiens. Pas forcément rassurant à quelques jours de recevoir le Real de Madrid. Mais on sait que cette équipe peut se sublimer quand elle joue deux gros matchs. Donc contre le Real, ça sera assurément un gros match. Donc je vous propose d'écouter déjà la réaction de Jesus Navas qui était dans les cages et qui a effectué quelques arrêts, qui lui, il remercie les supporters de l'accueil et forcément il est content car en prime il y a la victoire. Et vous allez écouter Thierry Lauré qui revient sur les Parisiens qui auraient peut-être dans cette rencontre été, on va dire, avantagés. Bon après, faut voir là où veut en venir l'entraîneur de Strasbourg. Enhorabuena, bienvenido en París. ¿Qué tal es el primer partido aquí en el Parc des Princes? Bueno, muy agradecido con Dios, muy contento porque fue un partido donde sacamos la victoria, que es importante. Un partido difícil, pero bueno, yo creo que así es donde se hacen los grandes equipos. Salimos con ganas, con carácter y vamos a ir mejorando. Donc ils ont montré de l'envie, du caractère. C'était un match difficile, c'était important de le remporter. Pues, ¿cómo ha sido esta primera vez aquí en este estadio? Pues ha sido muy lindo, ¿no? Sí, agradecer a toda la afición por el cariño que me mostraron.
Ha sido un partido muy lindo y creo que vamos a seguir dándolo todo para poder seguir dándoles alegrías. Gracias, enhorabuena, bienvenido aquí. Il remercie les supporters qui lui ont montré beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse pour ce premier match. Il était évidemment ravi d'avoir découvert le Parc des Princes. Et pour sa première, c'était une victoire. Je trouvais qu'on avait, notamment en première mi-temps, je trouvais que c'était vraiment bien, puisque les Parisiens, je ne me rappelle pas avoir eu une occasion pour les Parisiens. Et nous, on avait eu 2-3 situations qui étaient assez intéressantes. Mais un match dure 94-95 minutes et il peut toujours y avoir un imprévu. Et là, il y a eu un gros imprévu durant le temps additionnel. Enfin, imprévu, je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'avec un joueur pareil, c'est toujours... il repousse un peu les limites. Donc, c'est frustrant, c'est cruel. Je connais un peu tous les mots qui vont être utilisés, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut aussi voir les choses dans leur globalité. Il n'y a pas qu'un manque de réussite ou que de la maladresse ou qu'un mauvais appel. Il y a aussi des décisions qui font que sur certaines situations, les Parisiens ont été un peu, avantagés. Voilà, je vais le dire gentiment. Il va le dire gentiment, Thierry Lauré. Bon, alors c'est pas Rhésus Navas, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure. C'est Keylor Navas. Bon, je dois être un peu fatigué en ce moment. Le week-end a été un petit peu dur. On va maintenant regarder. Moi, je voulais vous passer quelque chose parce que dans les grandes gueules sur RMC, il y a un supporter du Paris Saint-Germain qui a réagi. Justement, je vais le passer, puis après, vous allez, Fred et puis Arthur, nous donner votre avis sur la question. Mais écoutez déjà ce supporter qui a réagi justement sur l'affaire Neymar. Tiens, Christophe est avec nous, il est supporter du Paris Saint-Germain depuis de très nombreuses années. Alors, depuis 40 ans. Ah, ça c'est de la fidélité, Christophe. D'accord, alors moi mon club, si tu veux, c'est vraiment ma vie, tu vois. Ouais. J'adore ce club. La première fois que j'étais au parc, c'était pour la finale de Coupe de France, Paris Saint-Germain, Saint-Etienne. Donc moi j'ai vu Moustapha jouer, j'ai vu Safet Suzik jouer, j'ai vu Rai jouer, j'ai vu Ginola jouer, j'ai vu Wea jouer, Ronaldinho, je les ai tous vus. Absolument tous. Et moi, je vais te dire ce que j'en pense. Merci, Will. Neymar, écoute bien ce que je te dis parce que c'est vrai ce que je te dis. Même s'il me met un but en finale de la Ligue des Champions, je m'en fous. Je préfère perdre sans lui que gagner avec lui. Ce mec-là, lui, sa sœur, son père, sa mère, ils ont chié sur le club, sur l'institution du PSG, même si on est un petit club au vu de certains. On n'a pas à parler comme ça. Quand on entend qu'il y a 48 heures, son père fait ses déclarations, mais où est l'institution dans ce club? Ce joueur, si moi je suis le prince du Qatar, il fait 3 ans chez moi, sur le banc. Il joue pas 1 minute, et je m'en fous, parce que les 220 millions, c'est des pois chiches dans le couscous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il reste sur le banc et tu lui ruines sa carrière. Ce mec-là, il a aucun respect pour le football. Il a aucun respect pour les supporters. Nous, on l'a accueilli, on lui a donné de l'âme, on lui a chanté, on l'a porté, on l'a accepté quand il s'est blessé. On n'a rien dit. On a accepté ses frasques à aller danser sur le carnaval de Rio avec une cheville en moins. On a accepté ses anniversaires, black rouge, je sais pas quoi, avec à foutre le bordel. On a accepté qu'il aille se faire opérer au Brésil par un tocard. Nous, on a tout accepté. Nous, on a tous, tout le temps supporté Neymar. On n'a jamais rien dit sur lui. Et lui, je suis pas heureux à Paris. Mais mon pote, tu connais Barcelone, tu connais Paris, mais t'as vu la ville que c'est Barcelone, à côté de Paris? Non mais sérieux, tu sais ce qu'il c'est le public du parc? Tu sais la chance qu'il a, ce mec-là? Je vais te dire la chance qu'il a. Aujourd'hui, le collectif ultra, il est faible. On est plus que ce qu'on portait. Parce que nous, on a été le seul club en France où ils nous ont absolument tout retiré. C'est-à-dire, tous nos collectifs supporters, Boulogne Boys, les Lutèce Falco, tout le monde, on a tous été virés. Tous. Alors, à un moment donné, il fallait faire un tri, ok. Mais s'il avait été au parc à ce moment-là, mon ami, mais aujourd'hui, c'est pas qu'il pleure. Christophe, tu penses que tu... Rappelle-toi Fiorez. Ouais. Alors, rappelle-toi Fiorez, oui, c'est vrai. Alors, messieurs, votre sentiment sur ce supporter qui suit son club? Il a vidé son sac, on peut dire. Attends, doucement, Oui, vas-y Fred. Il a vidé son sac, le supporter. Un filet de supporter, en plus. C'est un vrai supporter qui supporte depuis près de 40 ans de club. Depuis PSG Saint-Etienne, ça remonte à 1982, la finale de Coupe de France. Oui, c'est un peu comme nous, un peu comme moi. Je pense qu'on doit avoir à peu près le même âge
que supporter du Paris Saint-Germain. Après, c'est vrai qu'il revient sur... Il a vu défiler des joueurs, il a dit au début. Oui, après... les joueurs et les coachs, bien sûr. Les joueurs qu'il a parlé, on les a aussi vus sur le terrain. Bon, on va pas spécialement moi, parce que je n'étais pas forcément du côté du PSG au début, du côté quand il y avait Savet Sujic, mais c'est des joueurs que j'ai vus. Moi non plus, mais j'ai vu en archive, Savet Sujic. Mais après, sur le cas Neymar, moi, je ne veux pas dire que je le rejoins sur tout, mais bon, mis à part sur les villes, le débat entre les villes, Paris, Barcelone, bon, ça c'est un autre débat, mais je veux dire sur le cas Neymar, moi je veux dire que je le rejoins un petit peu sur ce qu'il dit. Après, je sais pas quel est votre sentiment justement sur ça, Arthur. Je suis assez d'accord dans la manière de le dire, pas dans le fond. Je suis d'accord avec lui, pas dans la forme. Je pense qu'il était à fleur de peau. Voilà. On est sur la même longueur d'onde concernant le traitement de faveur qu'a pu recevoir Neymar depuis qu'il est à Paris, toutes les excuses qu'il peut avoir de la part des supporters et les cadeaux qu'ils font, la manière dont ils le chérissent. Et c'est vrai qu'il n'a pas rendu la même aux supporters parisiens, et en plus a demandé son départ. C'était un petit peu fort de café. D'un côté, on a un supporter qui donne ce qu'il en pense et à cœur. Et c'est vrai que c'est à la fois intéressant de voir à quel point les supporters en ont gros sur le cœur à propos de l'affaire Neymar, et aussi à quel point ils se rendent compte que l'institution est saccagée par toutes ces sorties médiatiques, et puis ces interventions de la part de toute la famille, que ce soit le père qui dit il aurait dû repartir à Barcelone, tatati, tatata, je ne suis pas heureux à Paris, mon fils aurait dû partir, tout a été bon, il n'était pas plus heureux à Barcelone parce qu'il est parti. Bah oui, et puis c'est surtout ça, il est parti, peut-être on ne sait pas les vraies raisons de son départ, on les saura jamais, mais toujours est-il qu'il a fait un choix et il veut revenir en arrière. Sauf que ce qu'il n'a pas conscience, c'est qu'il a quand même un contrat à 50 millions d'euros bruts par an, qu'il ait encore son contrat avec encore beaucoup d'années, et qu'en plus, si quelqu'un veut le racheter, il n'y a pas seulement le prix d'achat, il y a aussi la capacité à pouvoir payer son salaire et lui promettre un projet sportif qui l'ambitionne. Parce qu'on n'a pas l'impression que Neymar aujourd'hui joue pour jouer au football, que le football ne l'intéresse plus. Puisque c'est quand même un joueur qui a un talent qui n'est plus à prouver, mais dont on n'a plus l'impression que le football est son intérêt premier. Je ne dirais pas que c'est l'argent, mais c'est surtout le fait qu'il ait beaucoup de privilèges et de bienséance de la part de ses dirigeants. Donc aujourd'hui, il faut mettre les cartes sur les tables, il faut éclairer les supporters, etc. Et c'est vrai que le collectif d'Ultra est beaucoup plus affaibli à Paris dernièrement, et c'est dommage parce que quand on voit l'engouement des supporters parisiens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les sorties médiatiques, on voit que c'est un club qui est pris à cœur par beaucoup et qui mérite de retrouver un collectif d'ultra comme avant, parce que le nombre de collectifs d'ultra qu'il y avait au Parc des Princes, ça créait quand même une sacrée osmose et une sacrée harmonie au Parc des Princes. Oui, bon après c'est vrai que ça a été dissous, pour des raisons, il y a quand même eu des morts, donc forcément il fallait faire aussi quelque chose. Mais après oui, les collectifs doivent revenir encadrés bien évidemment, et en mettant toutes les choses qui vont bien ensemble. Mais c'est vrai que pour revenir sur l'affaire Neymar, c'est vrai qu'il faut aussi respecter l'institution. L'institution, c'est le club où il est actuellement, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il aurait fait pareil? Est-ce qu'il aurait fait toutes ces sorties médiatiques s'il avait été du côté de Barcelone ou du côté du Real Madrid? J'en suis pas certain. C'est exact. Et en plus, ce supporter rappelle quand même l'épisode Fiorez 2003, il me semble, Fiorez qui part à Marseille. Et tout ce qu'il a pu endurer après ce transfert vers l'ennemi, enfin la soi-disant rivalité créée par Canal+ à l'époque où Michel Denisot était encore au Paris Saint-Germain, mais passons, c'était partir vers l'ennemi, et il a dû en subir les conséquences. Eh bien, on suivra ça avec intérêt, l'évolution. En tout cas, Neymar est au Paris Saint-Germain, et peut-être que l'année prochaine, il n'y sera plus, mais en tout cas, il y est, et il a dit qu'il donnerait tout pour le club, mais forcément, avec les supporters, ça va être compliqué. Il a même dit qu'il faudra peut-être qu'il joue tous les matchs à l'extérieur. Bien sûr, c'était une boutade, mais il s'est fait quand même bien chahuter du côté du parc. On va poursuivre cette Ligue 1 pour s'intéresser cette fois-ci aux rencontres qui avaient lieu à 20h ce samedi avec Bordeaux qui avait battu Metz 2-0.
Des buts de Jimmy Briand dès la 7e minute de jeu. Tout s'est passé dans les 10 premières minutes, avec Nicolas Depréville à la 9e minute de jeu. Et ça fait 2 buts à 0 pour cette équipe de Bordeaux. On va écouter la réaction de Jimmy Briand qui, on lui dit, c'est bientôt la barre des 100 buts. Il en est à 94. Et Vincent Ognon, l'entraîneur de Metz, bien, lui, est un peu moins satisfait. Il dit faut simplement commencer les matchs à l'heure et pas en retard. Ouais, après, c'est vrai qu'on a fait un début de match, on va dire, parfait. Et derrière, on a un petit peu manqué de maîtrise. C'est vrai que c'est une situation qui ne nous était pas encore arrivée cette année, de mener de 2 buts d'écart assez vite. Donc voilà, on a un petit peu manqué de maîtrise et c'est là-dessus qu'il faudra travailler pour que les prochains matchs, on continue à faire une bonne entame et derrière, on a un peu plus de maîtrise. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Comme je l'ai dit, on aurait dû à 2-0 faire un peu plus tourner le ballon, le garder et on a vu qu'on l'a perdu un peu trop vite et on n'était pas à l'abri d'un but de Metz. Donc voilà, on a su malgré tout être solide défensivement et ne pas prendre de but. Donc voilà, il y a du travail, mais c'est bien d'avoir pris ces 3 points. Personnellement, ça fait 94, je compte bien, pas de plus. C'est ça, on se rapproche tout doucement, mais... On se rapproche doucement de quoi ? De la barre des 100, mais voilà, comme je l'ai dit, le plus important, c'est que ça aide l'équipe à être dans le bon sens, et derrière, on marque vite le deuxième but qui nous met l'abri, et ce soir, je pense qu'on avait besoin. 75 bonnes minutes, il faut pas croire, mais voilà, le problème, c'est qu'il faut commencer à l'heure les matchs. Et ça se répète, et c'est dommage, avec un coup de pied arrêté encore. Mais voilà, si on veut positiver, on va travailler sur les 75 minutes qu'on a fait, en ayant le ballon, en se créant des situations, mais on finit quand même sans avoir marqué. Donc voilà, il y a du boulot pour cette semaine, mais surtout prendre conscience qu'on peut poser les problèmes à l'adversaire, mais surtout qu'il y en a marre de partir avec des handicaps aussi importants dans les matchs. C'était déjà avant le match, c'était à la mi-temps, et ça l'était encore après, et ça le sera encore la semaine prochaine. Je pense qu'on a par moments manqué un peu de spontanéité, ou en tout cas de détermination pour éliminer le dernier adversaire, pour réussir son centre ou pour se mettre en position de frappe, mais globalement, si on regarde les 75 minutes qu'on a faites, elles sont très satisfaisantes parce que on a fait vraiment des choses intéressantes, mais trop tard. C'est ça, il était trop tard pour cette équipe de Metz. Prochaine rencontre, on va regarder ce qu'a fait Brest-Rennes, et finalement pas de but dans cette partie, 0 partout. Avec oui, Arthur, tu voulais réagir ? Oui, puisque en fait, il y a cet après-midi, durant l'après-midi, un communiqué du Stade Rennais qui a annoncé qu'il déposait plainte auprès de la Ligue pour des litiges concernant le but refusé par l'arbitre de cette rencontre, puisqu'au départ, on rappelle que Gauthier Larsonneur se percute un de ses propres coéquipiers et laisse une cage vide pour Raphinha qui rentre le ballon dans les buts. Les Brestois ont décidé de continuer à jouer la rencontre et ont demandé, si on peut dire demander entre guillemets, à l'arbitre d'aller chercher la VAR, puisqu'il voulait contester la décision. La VAR a décidé d'annuler le but et la rencontre a été continuée. Et maintenant, le Stade Rennais demande réparation, puisqu'ils ont jugé que déjuger un arbitre pour ce type d'action, cela demande réparation. Ce qui serait quand même un peu bizarre, parce que si tu décides de demander réparation et de faire rejouer un match, un juge ne peut pas demander à rejouer il doit demander à rejouer une journée complète, pas un match. Sinon, ça veut dire que s'il y a encore un litige pendant ce match, ils vont le recommencer, etc. Donc je pense que c'est plutôt un coup de pression de la part de Rennes pour demander, pour dire il faut arrêter ce genre de pratique et arrêter de vouloir faire déjuger l'arbitre quand il est sûr de son coup et redonner à la VAR une vraie légitimité. C'est surtout qu'il faut discuter de la VAR et puis surtout prendre les décisions, à savoir quand est-ce qu'on regarde la VAR, parce que comme le match de Saint-Etienne, on en parlera tout à l'heure, Saint-Etienne c'est pareil, il y a eu beaucoup de décisions litigieuses et le match s'est arrêté tous les temps de temps, c'était très compliqué, même que ce soit pour tout le monde, les joueurs, les supporters, ça devient... C'était éprouvant comme match. Ça devient très long, ça fait des matchs à rallonge, donc à un moment donné, il faut prendre des décisions. Quand est-ce qu'on regarde la VAR parce qu'on va pas la regarder, on va pas regarder tout le temps, ou alors il faut faire comme au football américain. Voilà, c'est les entraîneurs qui demandent à regarder la vidéo. Ils ont droit à 2 arrêts dans la rencontre. Voilà, point, terminé. Pas d'autre.
deux arrêts vidéo pour regarder, pour contester ou pas la décision, et puis c'est terminé, parce que je pense que on va arrêter les matchs toutes les 5 minutes, et c'est vrai que ça conteste de partout. Après, c'est légitime aussi, hein. C'est vrai que les deux se percutent, et puis après le ballon finit dans le but, donc pour moi il y a but, hein. Pour moi aussi, complètement. Donc c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué. On va regarder justement les réactions d'Olivier Dalloglio, qui lui revient sur le fait que son équipe n'a pas fait un grand match, et Julien Stéphan justement, lui, il parle de toutes ces décisions litigieuses, mais dans un derby engagé. Ce soir de la part de vos joueurs, une belle entame. Oui. Puis on sent également qu'en fin de match, il y a presque la possibilité, il y a des occasions pour Charbonnier notamment d'aller gagner le match. Oui, déjà l'entame de match, j'étais satisfait, parce que ça fait plusieurs matchs qu'on est un peu fébrile de ce côté-là, et on l'a payé très cher à Nîmes, puisqu'on perd le match dans les premières minutes. Après, sur le jeu, effectivement, c'était engagé des deux côtés. Il y a une maîtrise technique qui est supérieure à Rennes, avec de très bons joueurs. Mais nous, on a su opposer avec nos armes l'intensité des courses. Il nous a manqué, oui, effectivement, un peu de technique, un peu de connivence les uns avec les autres pour finaliser. Mais c'est vrai qu'on s'est créé 2-3 occasions, et notamment celle de Charbonnier à la fin, qui peut faire la différence. Oui, c'était un peu chaud, parce qu'on ne peut pas occulter ce qui s'est passé vers la 65e minute de jeu, où il y a un but qui est d'abord refusé pour une faute qui, semble-t-il, n'existait pas. Ensuite, il y a la validation d'un but en concertation avec ses collègues, j'imagine, dans le VAR. M. Turpin valide le but. Il demande à plusieurs reprises de reprendre le match, de faire l'engagement. Et je ne sais pour quelle raison, derrière, il retourne voir la VAR alors qu'ils avaient pris la décision de valider le but. Voilà, il y a beaucoup d'incompréhension sur cette situation-là, ce qui génère chez nous forcément de la déception et de la frustration. Parce que je pense qu'en première mi-temps, il y a peut-être aussi une situation litigieuse avec un pénalty qui aurait pu être sifflé. Tout du moins, on aurait pu aller au moins vérifier à la VAR pour voir s'il y avait pénalty ou pas. Donc c'est l'accumulation de ces situations qui, chez nous, génère un petit peu de frustration aujourd'hui. Voilà. Après, je pense qu'on a vu un derby assez intense, assez engagé. Mais pour le reste, hormis le premier quart d'heure, on a plutôt bien maîtrisé les choses. Voilà, donc, mais quand on analyse le match, forcément, on est obligé de prendre en considération ces situations litigieuses. Et bien c'est fait, donc Rennes a déposé plainte, et on verra si cette plainte aboutira ou pas. Prochain match, c'était Dijon-Nîmes, qui s'est soldé par un triste 0 partout. On va écouter la réaction de Stéphane Jobard, qui lui dit c'est la frustration qui prédomine. Je pense qu'on s'est créé des occasions pour gagner ce match, mais on ne récolte qu'un point. On va se satisfaire de ce clean sheet, mais malgré tout, j'espérais mieux, et les joueurs étaient déçus dans le vestiaire. Et on va écouter la réaction de Bernard Blacard, qui, lui, il a vu un match triste. Un très bon point, je sais pas, mais bon, on a pris un point, voilà. Donc c'est en faisant un non-match, en tout cas sur le plan offensif. Donc prendre un point, on ne pouvait pas espérer mieux, guère, sauf sur une action à la fin peut-être, mais voilà, vu la physionomie du match, on va se contenter d'un point. C'était Bernard Blacard qui nous donnait son avis, qui donnait en conférence de presse son avis sur le match. Et en début de la conférence de presse, il a regardé les journalistes et dit bon, les gars, triste match. Bon, il y en a quand même un qui a répondu oui, c'était triste. Bon, d'accord, ça me rassure qu'il a dit. Avec Montpellier maintenant, Montpellier qui recevait Nice, et c'est pourtant Nice qui va ouvrir le score par Tamez, 34e minute de jeu, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est Andy Delors à la 37e suite à un cafouillage qui réussit à égaliser, et c'est finalement Florent Mollet qui marque un beau but à la 56e minute de jeu, et ça fait 2-1 pour cette équipe de Montpellier. Avec la réaction de Jordan Ferry, l'ancien joueur de Nîmes et de Lyon. On a été solide, il revient sur le fait que son équipe a été très solide ce soir. Et Patrick Vieira, cette défaite, en fait, elle nous fait mal, mais elle va surtout nous aider à grandir. Oui, cette attaque qui tourne mieux, mais je trouve qu'on a bien travaillé ensemble. Après, peut-être qu'en première mi-temps, on a eu plus le ballon. On a réussi à mettre notre jeu en place. Ça a été plus compliqué en deuxième. Ils ont fait rentrer beaucoup de joueurs offensifs. On a peut-être reculé un peu, mais tout le monde a fait les efforts aujourd'hui, surtout les offensifs qui nous ont beaucoup aidés au milieu. Donc ça nous a facilité à récupérer le ballon et être très peu mis en danger. Donc c'est satisfaisant aussi. On a été solide, le bloc a été solide ensemble, et c'est important pour la suite. Oui, beaucoup tenté. On me reproche souvent de ne pas prendre ma chance aux abords de la surface. Je vais essayer de le faire un petit peu avec
avec la confiance, on a envie de tenter forcément plus de choses, mais ce qui est important, c'est le jeu collectif qu'on a produit ce soir. Il faut le garder et ça serait bien qu'on arrive à enchaîner. Et c'est vrai qu'on repart d'ici avec cette défaite qui nous fait mal parce qu'on s'est créé des situations où on aurait pu égaliser et rentrer sur Nice avec au moins un point. Oui, il manque des automatismes, il manque aussi de l'expérience. Parce que c'est vrai que sur les buts qu'on a pris, on était un peu mis en difficulté par ce manque d'expérience à des moments du match importants. Mais c'est un match qui reste quand même très encourageant pour la suite. Et on grandira parce que ce sont des matchs qui nous font grandir. Et on repart d'ici avec cette défaite, mais avec beaucoup de choses positives. Et oui, il y a toujours des choses positives à retirer d'un match comme des choses négatives. Avec les rencontres qui avaient lieu ce dimanche à partir de 15h, Nantes qui recevait le Stade de Reims. Un seul but dans cette rencontre, il est l'œuvre de Koulibaly à la 69e minute de jeu. Et ça suffit aux hommes de Christian Gourcuff pour prendre 3 points et surtout se hisser à la 3e place au classement. On regardera ça juste après. On va écouter les réactions de Christian Gourcuff. Cully il revient sur le fait que c'est toujours mieux d'être 5e, on est toujours plus serein, on travaille mieux. Et David Guillon, en fait, il fait le constat que c'est l'équipe qui a le plus défendu, qui a remporté cette rencontre ce soir. Enfin, cet après-midi plutôt. Oui, tout à fait. Enfin, c'était le discours déjà avant. Les points sont... Bon, ça compte aussi, mais ça contribue à la sérénité, une bonne ambiance de travail. Donc voilà, on savait qu'aujourd'hui, ça serait un match qui serait difficile. Ça a été effectivement le cas. D'une part, dû à la qualité de l'adversaire, les conditions de jeu aussi, qui ne favorisaient pas la vitesse dans le jeu. Donc on a ce déficit de vitesse pour mettre hors de position nos adversaires. On l'avait déjà constaté auparavant. Et là, encore dans des conditions comme ça c'était encore plus flagrant. Donc, mais bon, globalement... De l'application, et même si ça n'a pas atteint les sommets, je suis content de la rigueur qu'on a apporté quand même à notre match. Bon, même si j'aurais souhaité plus de maîtrise dans les 10 dernières minutes où on a plus tenu le ballon, donc c'était un peu difficile. C'est toujours plus agréable de faire un championnat quand on est en haut. Alors bon, c'est pas au bout de la 5e journée, on va pas se gargariser parce qu'on est dans le haut, mais c'est sûr que c'est plus intéressant. Ça donne des points aussi pour la sérénité, et surtout c'est ça qui est appréciable. Donc voilà, et ça contribue aussi à l'ambiance de travail. Donc c'est ce que j'apprécie surtout moi dans le classement actuel. J'ai vu deux mi-temps différentes. J'ai vu une première mi-temps où il m'a semblé qu'on n'avait pas vu un très très beau spectacle de part et d'autre. Sur cette première mi-temps, les deux équipes n'arrivaient pas à enchaîner offensivement, ils n'allaient pas au bout de leurs actions. Elles étaient en train de s'annihiler et on voyait pas un très très beau spectacle. Et puis j'ai trouvé que sur cette deuxième mi-temps, on a pris beaucoup plus d'initiative. On a ouvert un petit peu plus d'espace, que les Nantais ont pu profiter sur des attaques rapides. On a la première occasion pour ouvrir le score par Rémi Houdin, et le gardien fait un très bel arrêt. Et j'ai l'impression ensuite que voilà, c'était l'équipe qui allait faire une erreur, qui allait l'emporter. Et paradoxalement, dans ce match-là, on s'aperçoit que c'est l'équipe qui a le mieux défendu qui a gagné. C'est ça, il avait raison, David Guillon. Son constat était assez bon pour cette rencontre entre Nantes et Reims. Il y avait une autre rencontre un peu plus tard dans cet après-midi, en début de soirée on va dire, à 17h, Saint-Étienne recevait Toulouse. Ça commence mal pour les Stéphanois avec ce but sur penalty à la 15e minute de jeu de Gradel. Quelques minutes plus tard, à la 24e, c'est Iseka qui double la mise pour Toulouse. Bon, on se dit que Toulouse est bien embarqué, mais c'est sans compter sur l'ex-byzantin Romain Amouma. 45e minute de jeu qui réduit le score, et ensuite à la 56e minute de jeu, il double la mise. Il y aura un but pour les Stéphanois en fin de partie, mais la VAR a déjugé, enfin pas déjugé, en tout cas a jugé que le joueur était en position de hors-jeu. Eh bien, je vous propose d'écouter les réactions du côté de l'ASSE de Saint-Étienne avec Yohan Cabaye, car il y a un penalty qui aurait sans doute dû être sifflé pour Yohan Cabaye, où le joueur toulousain s'assoit carrément sur le dos du Stéphanois. Il y avait eu le même penalty
qui a transformé Max-Alain Gradel, c'était un petit peu la même faute en première période. Et il y avait aussi ce penalty en deuxième période. Bon, Johan Cabaye revient sur le fait que c'est que le début de saison, il parle surtout de son équipe, on a pas mal de jeunes joueurs. Et Max-Alain Gradel, qui parle lui de la VAR, on lui pose la question, il dit simplement il ne faut pas perdre d'énergie contre la VAR. C'est vrai que on peut s'énerver et perdre de l'influx nerveux et il faut en garder justement pour les matchs. Ouais, je pense que c'est la frustration qui prédomine, bien sûr, même si au vu du match, revenir de 2 buts et voilà, on s'en sort bien. Après, c'est sûr que voilà, c'est assez frustrant. On a eu un but refusé, même 2 en fin de partie. Ils ont eu un but refusé aussi de leur côté. Voilà, après, il y a je sais pas s'il y a faute sur moi ou pas. En tout cas, je suis assez gêné et je peux pas enchaîner sur la frappe. Maintenant, voilà, ça fait partie du jeu, il faut faire avec, mais c'est vrai que c'est assez frustrant. Le VAR, c'est l'ascenseur émotionnel constamment. Vous en pensez quoi, tout simplement? Ouais, c'est sûr. Après, dans certains cas, c'est clair qu'il est très important de l'avoir. Après, c'est assez frustrant parce que là, on l'a vu ce soir, sur chaque but, il y a un temps d'attente et on ne sait pas si au final le but va être accordé ou pas. Donc voilà, je pense que parfois il est important et parfois il casse un peu le jeu, mais bon, c'est comme ça. Ils ont voulu l'intégrer, il faut faire avec et il faut s'adapter. Mais bien sûr qu'on joue pour la gagne aujourd'hui et un point, c'est pas suffisant, mais comme j'ai dit, au vu de la physionomie du match, revenir dans le match, presque le gagner à la fin, voilà, c'est, je pense, le seul point positif ce soir. Après, il faut continuer à travailler, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Voilà, c'est le début de saison, il faut garder confiance parce qu'on a un groupe de qualité. Maintenant, il faut travailler tous ensemble pour pouvoir être encore plus solide, plus costaud et faire encore plus mal à l'adversaire quand on doit lui faire mal. Ouais, c'était un match fou, c'est clair. Il y avait des buts partout et la VAR qui a joué son rôle. Mais c'est très important de rester concentré sur le terrain et l'objectif était de continuer à avancer, de continuer à prendre des points et on est très satisfait de ce point-là. Oui, c'est clair que voilà, quand ça joue en notre faveur, on est content. Et quand c'est le contraire, on est très agacé. Mais bon, c'est le jeu, il faut l'accepter, il faut pas perdre de l'énergie contre des choses qui ne pourront pas changer. Donc c'est comme ça que je perçois les choses et être concentré sur ce qu'on peut faire sur le terrain. C'est Saint-Étienne et surtout Max-Alain Gradel de Toulousain qui nous donnait son point de vue. Dernier match, le grand format de cette dernière rencontre, un format, on va dire une rencontre où il y a eu beaucoup de buts entre Marseille et Monaco et ça commence déjà dès la 17e minute de jeu sur penalty. Wissam Ben Yedder transforme l'offrande 1-0 et il récidive pas 26 minutes plus tard, à la 26e, ça ferait quand même long, 26e minute de jeu. Alors Monaco mène à ce moment-là 2-0. Mais c'est sans compter sur la hargne des Marseillais avec tout d'abord Benedetto à la 38e minute de jeu qui réduit le score. Ensuite c'est Valère Germain à la 41e. Bon, on n'a pas forcément vu le but si vous l'avez suivi chez nos confrères de Canal+, car l'image a coupé au même moment, au moment où il y avait le but. Ils s'en sont excusés bien évidemment, c'est des incidents techniques qui arrivent. Et donc 2 buts partout à la mi-temps et ensuite en seconde période Dimitri Payet qui met un superbe but à la 61e minute de jeu avant que Dario Benedetto, on en avait déjà parlé ici, je l'avais dit que c'était un buteur celui-ci, buteur de Boca Junior, 66e minute de jeu. Bon, ça va être je pense le chouchou du Vélodrome dans pas longtemps qui met un doublé, 66e minute de jeu. On voit que c'est un buteur parce qu'il reprend la balle en retrait, instinctivement ça part et ça finit au fond. Bon, c'est vrai qu'il a un petit peu de réussite sur la frappe, mais bon, la réussite fait partie du jeu. Et ensuite, c'est Baldé, 75e, qui va réduire le score à 4-3 pour Monaco, mais ça ne suffira pas. De toute façon, Monaco, c'est 5 matchs, 14 buts, donc pratiquement 3 buts par match. Bon, là, s'il n'y a pas un problème avec la défense, Camille Glick, on sait qu'il ne va pas très vite. Maripane, c'est pire, je crois bien. Franchement, je ne sais pas où ils ont déniché ce joueur, mais c'est catastrophique. Est-ce que je dois te rappeler dans quel club il a joué précédemment ? Oui, je sais, à Alaves. Voilà. C'est un Chilien, mais franchement, catastrophe, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont recruté ça, mais enfin, en tout cas, ce qui compte surtout, c'est que Leonardo, c'est lui qui a choisi les joueurs cette saison.
Et là, peut-être que Monaco, les dirigeants vont commencer un petit peu à s'agacer. Et en tout cas, ça fait défaite pour les Monégasques. Une de plus. 2 points en 5 matchs en plus. Bah c'est ça. L'année dernière, ils en avaient 5 au même niveau. Ils avaient 5 points, donc là, c'est encore pire que la saison dernière. Bon, on va l'écouter justement. On va écouter Bakayoko du côté de Monaco qui lui dit bon, c'est simple, on va continuer à travailler. Il faut aussi relever le bon match de la part de l'OM. Et Mandanda, c'est un bon match finalement, vu qu'on gagne, forcément, de ce point de vue-là. Et André Villas-Boas, lui, il parle justement de l'apport de Benedetto et surtout aussi de Payet et de Valère Germain. Oui, la frustration. Voilà, on est à domicile, on est chez nous, on avait vraiment à cœur de remporter des points aujourd'hui. Voilà, on n'a pas réussi à le faire et c'est frustrant et dommage. Mais comme je le répète, Marseille a fait un bon match aussi et il faut respecter ça. Voilà, on a encore du travail pour gagner ce type de match et on va tout faire aux entraînements et dans la prochaine journée pour essayer de gagner. Un match assez particulier parce qu'on maîtrisait complètement le match, on avait une bonne possession, on arrivait à se créer de bonnes situations, notamment sur les côtés. Après, il nous manquait toujours cette dernière passe ou cette avant-dernière passe. Et puis eux, Monaco, nous ont complètement contrés avec un penalty, je pense, assez généreux. Mais voilà, on s'est fait piéger tout simplement par ces attaques rapides. Mais on a fait preuve de caractère, on n'a pas baissé et puis on est revenu au score. Et même à mener 4-2 et puis il y a eu ce relâchement où derrière on se fait peur, quoi. Donc c'était un match, je pense, pour les téléspectateurs ou pour vous, c'était un match assez plaisant. Mais pour nous, pour nous aussi, vu qu'on gagne. Ouais, mais bon, aujourd'hui on va retenir la victoire et c'est plus important aujourd'hui. Oui, c'est un moment incroyable pour Dario. Dario finalement a retrouvé sa forme et sa grinta qu'il a est fantastique de regarder. Il y a une parole aussi pour Valère aujourd'hui, je pense, parce qu'il a fait un très bon match. On a fait la décision ce matin pour Sakai. Bona a joué bien défenseur droite. Et Valère a fait un jeu extraordinaire, de grande souffrance, grande aide pour l'équipe et aussi avec les buts contre son ex-équipe. Mais oui, le gardien but très bien, Mandanda très bien. Au moment, je pense qu'il mérite toute cette confiance de nous. Et oui, Benedetto se trouve bien dans l'équipe, commence à parler avec les gars et c'est assez important pour lui. C'est important pour lui, 4e but quand même. Ah bah oui, ça c'était bien connu que Dario Benedetto était connu pour ses capacités de finition. On espère pour lui que son acclimatation en Europe, bon, pour le moment réussi, mais continuera à faire beaucoup de bien à Marseille parce que ça peut être un atout dans une attaque où des avant-centres n'étaient pas forcément à leur avantage quand on voit les prestations des derniers avant-centres en date du côté du Vélodrome. Oui, puis c'était ça qui leur manquait, vraiment un vrai numéro 9, un vrai buteur et je pense que ça va leur faire du bien, ça va surtout faire du bien au public. Avec justement le classement en tête, le Paris Saint-Germain avec 12 points, deuxième Rennes avec 10 points, ensuite on retrouve Nantes et Marseille également à 10 points, et en bas de classement on retrouve Strasbourg, Monaco et Dijon dans l'ordre, 321, 3, 2, 1. C'est l'ordre. Non, il n'y a pas de zéro, non c'est vrai, il n'y a pas de zéro. C'est ça, il n'y a plus de zéro. Avec la 6e journée qui aura lieu vendredi prochain avec Strasbourg-Nantes à 20h45. Samedi 21, on aura la poursuite de cette 6e journée à 17h30, le derby du Sud, Marseille-Montpellier. À partir de 20h, on aura Reims-Monaco, Nîmes-Toulouse, Bordeaux-Brest, Nice-Dijon, Metz-Amiens. Poursuite de cette 6e journée, poursuite F1 surtout, dimanche 22, avec à 15h Rennes-Lille, à 17h Angers-Saint-Etienne. À 21h, le grand format, avec un super match, sans doute, on l'espère, une grosse affiche entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Au classement des buteurs, Osimhen est en tête avec 5 buts, juste derrière Dembélé avec le même nombre de buts, 5, et Memphis Depay, le Lyonnais, avec 4 buts également. Eh bien messieurs, je crois qu'on a fini la Ligue 1. On va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé en Ligue 2 avec le générique.